fiction vraie. On aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais je me bornerai à dire qu'il n'est pas un hasard si ce thème se pose dans des rencontres littéraires qui se tiennent dans un musée. On pourrait en effet réfléchir à partir de là, ça suffirait de nous regarder autour et s'interroger un peu sur les caractères de vraisemblance que les peintures qui nous entourent nous présentent, sujet qui a été évoqué ce matin aussi par Sébastien Allard. Mais on peut également le faire d'une façon un peu différente à partir de l'écriture, comme on est en train de le faire et comme je voudrais essayer de le faire avec les deux auteurs dont on va présenter les livres, Isabelle Miller et Jean-Noël Pancrazzi. Je le présente rapidement à partir des informations que vous pouvez trouver aussi dans la brochure du festival. Isabelle Miller est romancière, essayiste, enseignante. Elle soutient une thèse de doctorat sur la déclaration d'amour dans l'écriture romanesque dont elle tire un essai en 2013. Toujours sur le thème du sentiment amoureux, elle publie dès 2003 un premier roman, Les syndromes de Stendhal, puis Les problèmes avec l'amour. Et également animatrice de plusieurs ateliers d'écriture créative, elle a notamment créé en ligne à Ajaccio celui de Racines des ciels. Jean-Noël Pancrazzi, d'origine corse, né en Algérie, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages qui mêlent romans, récits, essais et constituent l'une des œuvres littéraires marquantes de notre temps. C'est en 1979 qu'il publie son premier roman, La mémoire brûlée. L'année suivante, Quartier d'hiver reporte les prix Médicis. Avec Les silences des passions, il inaugure une trilogie de mémoires familiales où la Corse occupe une place prépondérante. Paru en 2003, Tout est passé si vite, reçoit le grand prix du roman de l'Académie française. Mais l'Algérie est également au cœur de plusieurs de ses livres, notamment La montagne en 2012 ou Je voulais leur dire mon amour, qui reçoit le grand prix littéraire d'Ajaccio en 2018. En 2022, Les années manquantes parachèvent une œuvre partagée entre fiction et récit autobiographique, saluée en 2023 par le prix de Monaco. Donc, merci pour être ici. Et on va parler de deux livres, La Mustang rouge de mon père et Quand s'arrêtent les larmes, qui sont deux biographies. Deux biographies dans un format narratif. Les deux parlent d'eux, mais aussi peut-être à deux personnes très proches des auteurs qui écrivent. Dans le cas d'Isabelle Miller, il s'agit de son père, qui n'est plus là. Dans le cas de Jean-Noël Pancrazzi, il s'agit de sa sœur et de la bataille qu'elle a menée contre la maladie. Je crois qu'on aurait tort à penser que le thème de ces deux livres soit la mort ou la maladie. Je dirais au contraire qu'il s'agit de deux livres qui célèbrent la vie. Un hommage à des vieux, des moments extraordinaires de vie. Et de là ma première question. De qui parle votre livre, pour donner une idée à qui nous écoute, comme vous les décrirez dans quelques mots dans un rapide portrait. Qui veut commencer? Isabelle, quand même, j'essaie d'être galant. C'est les dames qui ont la parole les premières, non? Allez, Isabelle. Je me lance. Mon livre parle de mon père, qui s'appelait Jacques Dominati, qui était né à Ajaccio. Je suis plus corse que vous, finalement, Jean-Noël. On va pas se lancer dans ce genre de bataille. Bon. Non, je le précise parce que mon nom de plume ne l'indique pas. Je n'ai jamais voulu publier sous le nom de Dominate parce que c'était déjà pris par mon père et par mes frères. Et voilà, donc je raconte, c'était un homme politique qui était assez connu à l'époque. Et en effet, c'est une biographie, mais pas la biographie qu'on attendait, puisque la biographie qu'on m'avait déjà demandé d'ailleurs avant sa disparition, et la biographie que probablement certains peut-être attendaient après, c'était sa vie politique. Et moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, ce que j'avais envie d'écrire, c'était plutôt le roman d'un jeune homme qui quitte la Corse, très pauvre et malade,
et qui pense qu'il va mourir à 20 ans et puis qui meurt à 89 ans. Donc il a eu une belle vie. Mon père considérait que tout ce qu'il a vécu après l'âge de 20 ans, puisqu'il était convaincu de mourir en 47, que tout ce qu'il a vécu après, c'est en plus. Et j'avais envie de raconter ce début dans la vie. C'est pour moi presque un roman de formation, même si tout est vrai. Mais je l'ai écrit comme j'avais en tête un personnage de Stendhal, voilà. J'avais en tête Fabrice Del Dongo, voilà. Alors, moi, Quand s'arrêtent les larmes est un livre consacré à ma sœur Isabelle, qui était apparue dans quelques-uns de mes livres déjà. J'ai écrit sur mon père, qui est mort encore. J'ai écrit sur ma mère, d'origine catalane. J'ai écrit sur plusieurs membres de ma famille, mais Isabelle passait toujours fugitivement. Et puis, c'est vrai, comme je disais, vous ne parlez jamais de votre sœur vraiment. Donc, j'avais pas pensé réellement à un livre, bien qu'elle mérite. Alors, elle n'est pas connue, ce n'est pas une héroïne, ma sœur, mais il se trouve, bon, on a été toujours très très proches. On est partis d'Algérie ensemble. On a eu des vies parallèles. On a gardé toujours un lien très fort. On n'a pas toujours été ensemble. Parfois, les chemins se sont séparés. Et puis, il y a 2 ans, elle m'apprend un soir qu'elle est atteinte d'un cancer qu'on vient de déceler, un peu avancé quand même. Donc, je décide immédiatement d'aller la voir à Perpignan, où elle s'est retirée. Et plus tard, j'ai décidé de faire le récit de ce séjour, de ce long séjour que j'ai fait avec elle. Donc, c'est un livre en hommage à elle, parce que c'est une jeune femme, je dirais, exemplaire par sa simplicité. Parce qu'Isabelle n'a jamais voulu avoir le première place, n'a jamais voulu être au premier rang. Tous ses dévouements se sont faits sans tambour ni trompette, mais elle a toujours agi pour les autres. Et j'évoque évidemment notre complicité, sa passion extrême du cinéma. Elle m'a toujours été reconnaissante de l'avoir amenée pour la première fois au cinéma quand elle avait 7 ans et que c'était interdit d'aller voir les films interdits au moins de 16 ans. Et voilà, c'est donc, c'est vrai, je suis très heureux que vous disiez que ce sont des livres de lumière, parce que c'est son combat contre la maladie qu'elle a remporté. Aujourd'hui, on est plus tranquille. Mais c'est aussi sa façon de célébrer sa propre vie et de lui rendre enfin sa place à elle. Donc c'est un livre en hommage à elle. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que vous a amené, pourquoi donc vous avez décidé à un certain moment d'écrire le livre que vous avez écrit? Mon éditrice. Non, c'est vrai, je voulais pas, j'étais en train d'écrire un autre roman quand mon père est mort, et évidemment, ça m'a un peu freinée. Et je me suis mise à écrire ce qu'on écrit quand on perd quelqu'un qu'on aime. Et mon éditrice m'a dit, pourquoi tu n'écris pas sur ton père? Alors, je lui ai dit, je vois pas l'intérêt. En plus, il était un peu connu, mais enfin, c'était pas non plus François Mitterrand. Donc, moi, je voyais pas l'intérêt. Et elle m'a dit, maintenant que et je lui ai dit, on m'a toujours demandé ce livre sur mon père et j'ai toujours refusé de l'écrire. Et elle m'a dit, oui, la différence, c'est que maintenant, il est mort, donc moi, je ne te le demande pas comme on te l'a demandé jusqu'à présent. Et je me suis dit que de toute façon, comme je n'arrivais plus à écrire mon roman en cours, il fallait bien que j'écrive quelque chose, et j'ai écrit sur lui. Et en fait, c'était une manière de... Vous savez, on m'a beaucoup dit, dans la famille notamment, j'espère que ça t'a aidé d'écrire ce livre. Je ne sais pas si Jean-Noël est d'accord et si les auteurs qui sont dans la salle sont d'accord, mais moi je trouve que ça n'aide pas du tout d'écrire sur la mort de quelqu'un qu'on aime. Mais on ne peut pas faire autrement quand on est écrivain, mais ça ne console pas. L'écriture ne console pas, ne compense rien.
Mais je pense que je le cherchais un peu partout. Je le cherchais dans les histoires qu'il nous racontait. C'était un très grand conteur. Il était très drôle. Et j'essayais de retourner chaque mot pour voir si par hasard il était là. Et ben, il n'était pas là. Voilà. Moi, je suis absolument d'accord avec Isabelle, Isabelle qui est ma sœur, Isabelle qui est une amie, une grande amie. Donc, c'est vrai qu'un livre n'aide jamais. On dit, vous allez écrire un livre, vous allez oublier quelqu'un. Non, au contraire, parce que pendant tout le temps de l'écriture, on se concentre sur le souvenir. Et surtout, on essaie de rechercher les moindres détails. Donc, ça creuse la douleur. Et puis ensuite, le livre paraît. Moi, je pense que ça ne permet pas ça n'aide pas, ça permet de dépasser les choses. Voilà. On franchit un cap dans le chagrin et dans la disparition, mais un livre ne résout jamais rien. Donc, ce n'est pas, comme on dit très très souvent, une thérapie, ou c'est une fausse thérapie. On n'écrit pas pour se délivrer de quelque chose. Disons qu'un livre apporte une sorte de paix, voilà, une sorte de tranquillité. Ça pose les choses. Ça pose les choses. Comme dans un liquide, vous savez, quelque chose se dépose quelque part, a des chances de rester ou pas, ou de s'envoler à nouveau. C'est tout. Donc, le rôle d'un livre ne peut pas être jamais définitif. Alors, en ce qui concerne ma sœur, le livre sur ma sœur, le livre m'est tombé dessus. Il m'est tombé sur la tête. Moi, je dis, souvent, j'écris un livre parce qu'une tuile m'est tombée sur la tête. Alors, quand une tuile me tombe pas sur la tête, je n'écris pas. Je reste des mois sans écrire. Là, il y avait, bien sûr, la maladie qui apparaissait chez ma sœur. Mais c'était un livre très délicat à écrire. J'ai hésité parce que je dis, un jour, ma sœur va lire le livre. Et qu'est-ce qu'elle va penser? Parce que longtemps, au fond, j'ai pris la place de ma sœur dans tous mes livres précédents. J'ai pris sa mémoire à elle aussi. Dans le récit de départ d'Algérie, dans le regard sur mes parents, c'est moi. Et ce n'est pas elle n'a jamais pris la parole. Donc il m'a semblé bien qu'on partage enfin nos souvenirs comme si elle écrivait ce livre avec moi. Mais justement, je ne sais pas si on parlera de fiction ou de vérité, il s'agissait précisément d'être le plus précis possible. Là, je ne pouvais pas me permettre, dans ce livre particulièrement, de ne pas dire la vérité, parce que c'était pas simplement la mienne, mais c'était aussi la sienne. Et donc, il fallait aussi que j'exprime cette vérité avec le plus de pudeur possible pour ne pas risquer de la blesser en quoi que ce soit. Donc, je me suis lancé dans ce livre un peu tremblant, et jusqu'au bout un peu tremblant, parce que en me disant, j'étais pas certain d'ailleurs que le livre, que je le donnerais chez Gallimard, parce que c'était un livre quand même intime, et intime à double sens, c'est-à-dire pas mon intimité, une intimité réelle d'aujourd'hui. Ma sœur est là, donc elle a lu le livre, mais c'était son regard à elle qui m'importait. Si ma sœur m'avait dit qu'elle n'avait pas aimé le livre, je l'aurais pas publié. Elle était encore à l'état de manuscrit et elle l'a lu, elle l'a approuvé, et donc le livre est paru. Mais on ne sait jamais, au fond, ce que pense un lecteur, surtout quand il est proche de ce que vous écrivez. Et ce n'est pas les compliments qu'on peut vous faire qui dispensent de penser autrement. On ne saura jamais. J'espère que c'est beaucoup de bien, mais c'est pas certain. On peut avoir blessé quelqu'un sans s'en rendre compte, à son insu, parfois. Et c'est pas parce qu'on dit du bien d'une personne qu'elle vous en est reconnaissante. Toujours aussi. Parce que, au fond, on exhibe cette personne. On la représente, on la met sur le devant de la scène, et parfois, la personne ne peut pas être sur le devant de la scène, même si c'est dans un livre. Donc, vous voyez, ça soulève quand même pas mal de questions avec la vérité. On peut pas tout se permettre. Voilà.
Et de là, je pouvais moins me permettre les choses que dans d'autres livres. On reprend immédiatement cette question. On reprend les titres. La question serait, tout est vrai ou il y a quelque chose de fictif, mais bon, à partir de ce que vous venez de dire, c'est un peu plus compliqué peut-être, mais comme se mélange l'exigence aussi narrative, l'exigence de parler de quelqu'un de proche avec la question de la vérité ou de la fiction dans vos livres. Ah, c'est à moi. Oui, c'est à les deux. J'ai pris l'habitude que ce soit Isabelle qui me précède. Non, ça me soulage. Donc la question c'était, je me reposais sur elle déjà. La question c'est, à partir du thème général, fiction vraie, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de fictif, peut-être dans la forme de la narration. Je vais vous dire une chose, c'est très simple, tout est vrai. Alors il n'y a pas d'ambiguïté, tout est vrai. Il y a eu des livres où tout n'était pas forcément vrai, mais là tout est vrai. Et précisément, je ne pouvais pas me permettre de mentir. Alors, et surtout, on peut pas mentir. Donc, tout est vrai de A à Z. Je n'ai rien inventé. J'ai foncé dans ce qu'on appelle, avec un grand mot, la vérité, parce que j'avais pas le choix. Ou bien je décidais d'écrire ce livre dans la vérité, ou bien je n'écrivais pas. Et je n'ai rien enjolivé, ni pour elle, ni pour moi. Et voilà, donc il y a des livres, vous savez, c'est comme une sorte de mot d'ordre qu'on reçoit de soi, de l'intérieur de soi-même, en disant tu dois dire la vérité. Mais il faut pas non plus que le mot vérité, vous savez, soit trop solennel. Voilà, c'est pas une mystique de la vérité. Il faut pas que la vérité soit dictatoriale. Certains auteurs écrivent au nom de la vérité, mais d'autres moins. Mais c'est pas non plus, il faut pas être l'otage de cette vérité. Alors là, c'est simplement une question éthique. Il y a deux questions. Une question littéraire, une question éthique. Les questions éthiques, oui, il faut respecter la vérité. Et la question littéraire, il faut écrire un livre qui soit en accord avec cette vérité. Voilà. Je dis ça d'autant plus volontiers que j'ai écrit d'autres livres où la partie fictionnelle était plus importante à cause du sujet, quand on introduit d'autres personnages. Là, le seul entorse à la vérité, si l'on peut dire, que j'ai faite, c'est que je n'ai pas donné le nom, par exemple, des amis de ma sœur. J'ai changé leur prénom pour ne pas les gêner aussi. Peut-être se sont-elles reconnues, sans doute se sont-elles reconnues, mais sauf le nom d'Isabelle. Isabelle, c'est son nom réel. Je ne pouvais pas écrire, par exemple, ça vous intéresse peut-être, je ne pouvais pas écrire ce livre en donnant un autre nom. C'était impossible. Ou bien j'écrivais le livre en donnant son nom, ou bien j'écrivais pas. Donc cela me conduisait à dire toujours des éléments, à exprimer des éléments vrais en rapport avec la vérité de son nom. Alors la vérité, oui, tout. Enfin, en principe, tout est vrai. En principe, tout est vrai, simplement, pas parce que je voulais faire un travail d'historienne, mais parce que j'étais dans un état où simplement je racontais les histoires vraies. Donc vraies à condition qu'elles aient été vraies quand mon père les racontait. Parce que ce que je raconte, c'est avant ma naissance. Donc tout est réinventé par lui. Non, il y a des documents, il y a des choses, des témoignages, les dédicaces de Malraux, je les ai pas inventées, les photos, elles existent. Mais mon père était quelqu'un qui pouvait vous raconter son arrivée par la rue Fesch et traverser la cour du musée. C'était Hannibal qui franchit les Alpes. Hein. Il avait cette façon très très corse, hein, d'oraliser, d'en rajouter. Donc je ne sais pas si tout ce qu'il m'a raconté est vrai. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est que avant de publier le livre, je l'ai donné à lire à mes frères et à ma mère. D'ailleurs, c'est la vérité, mais ça n'est pas toute la vérité, parce que dans ce livre, je ne parle pas de ma mère, qui est toujours vivante,
Et je ne me suis pas donné le droit de parler de personnes proches et vivantes. Mais ce qui m'a frappé, c'est que mon frère m'a dit, après avoir lu le livre, il m'a dit, ah tiens, tu le voyais comme ça, toi. C'est drôle, pour moi, c'est pas du tout le même personnage. Donc, c'est aussi ma vérité, je crois. Et c'est sans doute parce que mon frère voyait en son père, en plus du père, l'homme politique. Mes deux frères ont fait de la politique. Et moi, je voyais ce que mon père n'a pas réalisé, c'est-à-dire que mon père se fantasmait en écrivain, à la suite de Malraux, a toujours voulu écrire, il écrivait très bien, mais rêvait qu'à la fin de sa vie, il allait se retirer à Ajaccio et écrire ses mémoires, ou écrire... Et il ne l'a pas fait. Et c'est aussi un livre sur l'écriture, sur comment on écrit quand on veut vraiment construire sa vie autour de l'écriture, et comment on y échappe quand on trouve le moyen de passer à côté. À un moment, quand vraiment, moi je passais mon temps à lui offrir des carnets, je l'ai enregistré beaucoup, puisqu'il parlait beaucoup de son enfance, de sa vie en Corse, de comment il a quitté la Corse. J'ai des heures il répétait toujours les histoires, mais je voulais vérifier, puis à différents âges de sa vie, il les a racontées. Et un jour, il était ici, il était revenu en Corse, et il dit, ça y est, j'y vais, on commence, je l'aide, je l'incite, je l'enregistre et tout ça. Et je reviens quelques mois après, je lui dis, alors papa, où tu en es de tes mémoires? Et j'avais déjà publié 3 livres, je pense, à ce moment-là. Pas seulement sur l'amour, hein, je précise. Et il me dit, ah non, mais tu te rends pas compte de ce que c'est d'écrire. Pour écrire, il faut vraiment poser ses fesses et le faire. Et moi, je préfère vivre. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que, vis, papa, vis. Merci. Et une autre question très simple. Vos deux livres ont des titres très intéressants. Ils me sont arrivés. Je comprenais, je l'ai vu et je comprends pas. Et pourquoi le choix donc du titre sont des titres différents, mais j'imagine qu'il y a une idée très précise derrière. Précisément, il n'y a pas d'idée précise. Un titre vraiment vient ou ne vient pas. Il s'impose ou il s'impose pas. Je crois pas qu'on réfléchisse à un titre. J'ai un ami qui travaille dans l'édition, Jean-Marc Robert, qui dit, si jamais tu ne trouves pas le titre est dans le livre. C'est une expression qui est dans le livre. Mais là, le livre, en fait, je vais tout vous dire parce que je devait s'appeler Les enfants du stand. Les enfants du stand, le stand était dans le quartier de mon enfance où je vécus avec ma sœur Isabelle. Je tenais à ce mot. Mais Gallimard m'a dit, qui sait où c'est le stand? D'ailleurs, je suis sûr que j'ai eu raison de changer de titre. Personne ne le sait, j'imagine, dans la salle où est le stand. Pour moi, c'était une évidence. Mais il faut se méfier des évidences qu'on a soi-même. Parce qu'on pense que les autres les partagent ou les connaissent. Et puis, comme j'avais écrit un livre qui s'appelait Les années manquantes, précédemment, l'éditeur m'a suggéré, il vous faut un titre plus large. Mais j'ai cherché pendant 2 mois. J'ai relu mon livre sans le relire, j'en avais assez de ce livre, de ce manuscrit, et j'arrivais pas à trouver. Puis un jour, comme ça, est venue cette expression, quand s'arrêtent les larmes, et j'ai dit, tiens, voilà, ça c'est le titre de mon livre, parce que précisément, quand s'arrêtent les larmes, c'était symbolique d'Isabelle. Parce qu'Isabelle ne se donnait plus le droit de pleurer, il n'était plus temps de se lamenter. Il était plus temps de pleurer qu'on en a pu le faire, bien sûr, par le passé, et que donc il s'agissait d'agir. Et Isabelle a été absolument magnifique dans son courage pour accepter la maladie et pour accepter le protocole de soins qu'elle suivait à la lettre scrupuleusement dans une croyance totale en la médecine et dans la possibilité de guérir, ce qui s'est passé. Donc, je voyais dans ce titre à la fois une ombre de larmes de chacun passé, mais aussi une décision d'aller, comme il avait le dire pour son père, vers la vie. Et c'est aussi, je pense, la décision
d'aller vers la vie, qui était une décision d'Isabelle, la mienne aussi, notre décision, je dirais, d'aller vers la vie qui a permis de surmonter les choses. Parce qu'Isabelle, au fond, on a décidé, depuis le plus jeune âge, depuis l'âge de 5-6 ans, elle est un peu plus jeune que moi, on a toujours décidé de faire front. On a toujours fait front ensemble, sans toujours se le dire, sans l'exprimer. En Algérie, pendant la guerre d'Algérie, où on était retenus à la maison par les événements, on était toujours ensemble, parce que c'était l'époque du couvre-feu, des risques d'attentats. On faisait front contre nos parents aussi, qui se disputaient sans cesse et qui ont d'ailleurs ont fini par divorcer. Donc on a fait front, notre désir de partir le plus vite possible de la maison. Et ensuite, on a fait front contre l'arrivée sur le continent, l'arrivée à Paris pour elle et pour moi, dans la mesure où ce n'était pas été facile du tout ces années-là. Donc c'est cette décision de vie, au fond, quand s'arrêtent les larmes, il y a un moment où on ne peut plus s'offrir le luxe des larmes, d'une certaine manière. Vous voyez, qu'on peut plus s'attendrir sur son passé, sur ses chagrins, même si contrairement aux frères d'Isabelle, nous avons le même regard. Ça, c'est ce qui a fait une union supplémentaire. On a le même regard sur les parents, sur ce qu'on a vécu, sur les scènes qu'ont vécues nos parents devant nous. Vraiment, on est d'accord. Surtout, on est d'accord sur les questions politiques actuelles, sur le monde actuel, mais surtout parce que parfois je me suis dit peut-être j'en rajoute dans l'expression de la violence de mes parents. Et Isabelle, une fois, s'est levée elle était au premier rang, c'était une rencontre, m'a dit non, mon frère était au-dessous de la vérité. Donc, vous voyez, ça me rassure aussi en tant qu'écrivain de ne pas moi-même m'être trop éloigné de la vérité, d'avoir trop inventé, puisqu'elle est là, au fond, comme le témoin privilégié de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu vivre, et aussi de ce que j'ai pu écrire. Je vous écoutais béatement. La Mustang rouge de mon père, la Mustang rouge, c'est une Mustang 67, 6 cylindres, rouge, bordeaux, décapotable. Voilà, elle existe toujours, elle est dans le garage, elle roule. On continue de la faire rouler, de l'entretenir. Mon père a acheté cette voiture d'occasion dans les années 70, il l'adorait, c'était ça. Pourtant, il ne connaissait rien aux voitures, hein, mais vraiment, pour lui, c'était la Dolce Vita. On a failli se tuer tous les deux en voiture parce qu'il conduisait très mal, et la Mustang est une voiture très dangereuse, qui ne tient pas la route. On a failli se tuer près d'Agosta. Hein. J'avais une dizaine d'années, donc cette voiture, je veux plus la conduire, moi. Mes frères la conduisent, non, moi, c'est fini. Et j'ai cru, moi j'ai cru mourir, et lui, il a cru tuer sa fille ce jour-là. Bon, et puis c'est tout, c'est passé. Mais quand j'ai écrit le livre, cette histoire est revenue, et finalement le livre se termine là-dessus. Alors, j'avais choisi un premier titre qui était version non officielle, mais ça n'a pas plu à mon éditrice. Elle m'a demandé de chercher d'autres choses. Alors j'ai sorti la Mustang rouge, et la Mustang rouge, ça marche toujours. C'est un beau titre. Refaire, c'est ça, depuis le début. Moi, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Bon, voilà, merci. Donc, de différentes façons, vous l'avez déjà évoqué. Écrire sur quelqu'un, c'est peut-être une façon de lui dire quelque chose, peut-être de lui rendre hommage, de le remercier pour quelque chose qu'on a reçu de lui. Je dirais jusqu'au point que peut-être en façon de se désendetter, je ne sais pas si le terme en français ça marche trop, et
Je vois aussi que vos deux livres sont dédicacés, les deux, à personnes dont on parle dans les livres. À un certain de, le livre d'Isabelle Miller, et à Isabelle, le livre de Jean-Noël Pancrazzi. Comme si vous, vraiment, vous adressiez à la personne dont vous parlez, dont on parle à quelqu'un de lui-même. Et vous avez pensé à ça en écrivant ce livre, et quelle dimension occupe cette question de l'adresse, de la dédicace dans l'écriture? La dédicace, oui, là, elle s'imposait, franchement. À qui d'autre aurais-je pu dédier ce livre? Mais je crois que plus largement, on écrit un livre pour quelqu'un. Vraiment. Pour quelqu'un qui... On peut écrire un livre parfois pour donner des nouvelles à quelqu'un qui est parti, par exemple. Vraiment, je pense ça. On donne des nouvelles, bon, moi, elles sont pas très fréquentes, c'est les 2 ou 3 ans, tous les 2 ou 3 ans, mais c'est une manière de vraiment de dire que je suis encore en vie, que j'écris, que j'existe. Et donc, je pense qu'on écrit, d'abord, on écrit vers quelqu'un, pour quelqu'un. Par exemple, on peut écrire aussi pour quelqu'un qu'on a aimé, dont on a pensé qu'il vous a oublié ou qu'elle vous a oublié, et pour se rappeler à lui ou à elle. Et plus profondément aussi, je crois qu'on écrit plus ou moins consciemment sous le regard de sa mère. Et ça, c'est le plus terrible, parce que ce regard est parfois extrêmement exigeant, extrêmement sévère. Moi, ça m'est apparu notamment dans mes premiers livres. J'écrivais à la fois pour elle et d'une certaine manière contre elle. Les quartiers d'hiver, par exemple en 90, je suis sûr, c'était un livre que j'ai écrit pour, comme on dit, me faire remarquer, me faire voir d'elle. Je ne sais pas aussi si elle aura lu ou pas le livre. On ne sait jamais si cette personne lointaine lira un jour votre livre. Mais je crois que c'est un geste comme ça, inconscient, d'offrande, de rappel de ce qu'on en est, de ce qu'on en est en train de vivre. Comme moi, en général, mes livres, c'est 2 ou 3 ans de ma vie, disons, réelle. Donc, j'ai l'impression que j'écris une longue lettre en disant, voilà ce que je vous ai pas donné signe de vie pendant quelques mois, ou 2 ou 3 ans. Maintenant, je vais vous dire où j'en suis. C'est pas terrible où j'en suis. J'ai vécu ça. Voilà. Je vous exprime ma présence. Mais il y a de l'amour dans ce geste-là. Dans une dédicace, quand on dédie le livre, il y a de l'amour. Un écrivain ne peut pas donner une plus grande preuve d'amour à quelqu'un que de lui dédier son livre. Franchement, oui. Et c'est normal, c'est logique. Là, c'était logique que je dédie mon livre à Isabelle. Voilà, donc c'est important, dédicace, voilà. Mais le temps passe, vous savez. Moi, je me souviens même parfois pas à qui j'ai pu dédier mon livre, mes livres précédents. Il vaut mieux peut-être que je m'en souvienne pas, parce que ça fera. Il y a peut-être aussi des êtres disparus, je ne sais plus. Comme je relis jamais mes livres, je relis pas non plus les dédicaces. Comment on dit, c'est pas une dédicace, parce que c'est pas simplement ce qu'on a écrit en première page, mais le nom même qui figure. Est-ce que je vous ai bien répondu? C'est clair ou pas? Vous êtes sûr? Je ne sais pas si j'étais très très clair avec. J'essaie d'être clair avec moi-même. C'est ça qui est difficile, vous savez. Alors un certain D, c'est Un certo D. C'est un titre que mon père voulait donner à son autobiographie, Un certain D, Dominati, qui une expression qui remontait aux années 50, je crois, quand il était débutant en vie politique et qu'un journaliste avait écrit un papier contre lui en disant, un peu méprisant, en disant un certain Dominati, il était vexé comme un pou.
Et ça l'a tellement marqué que toute sa vie, il a dit un jour j'écrirai mes mémoires, je leur montrerai comment je suis partie de rien, et quand même. Alors une certo di, voilà, il disait ça tout le temps. Et comme il l'a jamais écrit, c'était une manière un peu de me moquer de lui, parce que dans ma famille, on est assez ironique entre nous. C'est une manière de nous montrer notre amour. Et on se moque volontiers, voilà. Et c'était une manière de dire, bah écoute, papa, tu l'as pas fait ton livre, il a fallu que je le fasse à ta place, voilà. Cette rencontre, le titre qui a été donné à cette rencontre ajoute à la complexité du titre général une autre complexité, peut-être aussi en contresens, au moins apparent, et c'est l'idée de l'autobiographie de l'autre. Et quand on écrit une biographie de quelqu'un, c'est très difficile de ne pas y mettre quelque chose de nous. Ça, c'est très évident. Dans vos cas, la chose est encore plus difficile étant donné qu'il s'agit de quelqu'un de si proche. Encore, peut-être que l'unique autobiographie possible, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ça, consiste à écrire des autres. Comme serait possible de faire une autobiographie sans y mettre les personnes qui ont été importantes, qui ont constitué notre vie, avec lesquelles on a partagé la vie. Et donc, on a ce problème qui, autobiographie, en effet, c'est un terme qui indique quelque chose, l'idée qu'on parle de soi-même, mais en même temps qui implique l'idée de parler des autres. Mais c'est en même temps un peu un contresens. Et donc, comme vous comprenez ce titre de cet moment de rencontre, autobiographie de l'autre, il pourrait s'appliquer à vos livres? Et si oui, comment? C'est une colle. C'est vraiment la question de... Ben écoutez, moi je préfère plutôt que autobiographie, je préfère parler d'intime. Ce sont des livres, je parle à la place d'Isabelle, intime. Autobiographie est un terme un peu trop solennel, voyez. Il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur. Donc je préfère parler d'une écriture de l'intime, d'un territoire de l'intime et de la fiction. Parce que moi j'ai écrit des livres qui étaient plus fictionnels. Les quartiers d'hiver, le silence des passions, excusez-moi de me citer comme ça, mais j'ai écrit des romans. Mais ce qui est formidable là, c'est que ce qui résout le problème, c'est ne rien dire. Sur Quand s'arrêtent les larmes, il n'y a écrit ni récit, ni roman, c'est rien du tout. Et c'est Gallimard, j'ai demandé à Gallimard, et Gallimard l'a fait naturellement. Rien du tout. Donc ce n'est pas dans un genre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de genre particulier. On voit de plus en plus de textes qui vont de l'autobiographie à la fiction, la frontière extrêmement poreuse. C'est formidable. C'est formidable. Et moi, je suis pour qu'il n'y ait rien sur la couverture. Ni roman, ni récit, ni confession, ni essai, etc. Bien sûr. Le livre, c'est l'endroit par excellence où quelqu'un est libre. Un écrivain est libre. Il est libre de ce qu'il dit, il est libre de comment il le dit. Heureusement. Donc, par exemple, ça peut être un texte comme Éric Fotorino le disait hier, un long poème en prose, qu'il soit autobiographique ou pas, mais l'essentiel, c'est l'écriture. Et l'essentiel, ce n'est pas tant au fond la vérité que la justesse. J'aime ce terme de justesse. Il faut être juste, au sens de note juste en musique. Il faut être juste quand on parle de soi, il faut essayer d'être juste en parlant des autres. Et c'est cette justesse qui fait que précisément, il n'y a plus de genre. Parler de soi, c'est aussi difficile que de parler des autres. Et aussi, quand vous parlez d'autographie des autres, il faut
un écrivain, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des autres. Quand on parle de quelqu'un, quand on crée un personnage, il faut être capable de ressentir ce qu'il ou ce qu'elle ressent. C'est pour cela, on me dit souvent, vous parlez de personnes un petit peu faibles socialement ou un peu parfois en détresse et tout ça, parce que c'est dans les états de détresse qu'on voit mieux les gens, qu'on voit mieux leurs failles, et que ces failles, souvent d'ailleurs, sont des failles qui remontent à l'enfance. Ça rejoint le narrateur, rejoint les personnages. Mais parler de soi aussi, être dans l'intime, n'empêche pas au contraire de parler des autres. Dans le livre là, Quand s'arrêtent les larmes, j'évoque aussi des problèmes extrêmement contemporains, le néo-féminisme, la politique actuelle du monde, etc. Ce n'est pas parce qu'on est on s'approche du cœur de soi-même ou des autres qu'on ne peut pas parler du monde. Donc, la fiction, moi je vois plus franchement, je vois plus de frontières entre les deux. Et c'est peut-être une conquête actuelle, c'est qu'on ne catégorise plus. Au fond, on est dans une époque qui a essayé de catégoriser les choses. On catégorise tout en ce moment. Vraiment. C'est comme si on assigne à quelqu'un son identité. Tu es ceci. Tu es cela. Dis-moi qui tu es. Non pas simplement ton prénom, mais dis-moi qui tu es. Quelle est ta religion? Quelle est ta sexualité? Et au fond, le roman, enfin, précisément, c'est pas le roman, je devrais dire le livre. C'est le domaine où il n'y a plus de catégorie. Et s'il n'y a plus de catégorie, ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement. Parce que les personnages permettent précisément qu'on ne juge personne. Un écrivain n'est pas là pour juger. Jamais. Il est là. Il peut être jugé, bien sûr, lui-même. C'est la moindre des choses que quelqu'un vous dise « je n'aime pas votre livre » ou pas. Mais c'est le fait de ne pas avoir de jugement qui permet de comprendre les autres mieux. Donc moi, j'ai horreur des catégories et je suis au contraire très heureux que le livre s'ouvre et qu'on ne parle plus de genre. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à cette question? La fiction est là. Et fiction vraie. Moi, je préfère que tout soit vrai. Et d'ailleurs que la vérité soit dans le monde plutôt que le mensonge. Mais on est souvent, en ce moment, plutôt dans le mensonge, je dirais, d'une manière sociale et politique que dans la vérité. Un écrivain, dans son petit coin, essaie de dire sa petite vérité. Sur la question de la fiction et de la vérité, je crois que de toute façon, il faut écrire les histoires vraies. Moi, j'ai écrit, par exemple, un recueil d'histoires vraies sur les œuvres d'art inachevées. Et je m'étais donné, moi, comme défi de l'écrire comme si c'était des histoires inventées. C'est-à-dire, je crois qu'il faut écrire des histoires vraies comme un roman. Et je crois qu'il faut écrire un roman comme un aveu, comme quelque chose qu'on veut amener à la vérité et à la lumière. Sur la question de l'autobiographie, paradoxalement, je suis sans doute plus présente dans ce livre sur mon père que dans n'importe quel autre livre. D'abord parce que je n'aime pas parler de moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un du silence, dans une famille où les hommes parlent beaucoup, où ce père parlait beaucoup. Et je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle je suis devenue écrivain, bon, c'est la lecture, évidemment, d'abord, mais c'est parce que j'ai construit ma bulle de silence et que, en retrait et en silence, je pouvais avoir mon univers et observer le monde autrement qu'en écoutant ce père qui était très présent et toujours dans la parole politique et donc dans la controverse, enfin, et le récit du monde, puisque la politique c'est le terrain de la controverse et l'observation du monde. Et puis dans ce livre, je suis présente parce que c'est mon père. C'est mon père et que j'ai dit je m'arrête au moment où il entre en politique, donc avant ma naissance, mais tout de même il y a
des moments où je l'évoque quand il est plus âgé, notamment quand on parle de l'écriture, de son désir d'écrire, ou je l'évoque vieux ou même plus jeune d'ailleurs, dans ses rapports avec moi, quand il m'emmenait déjeuner chez Lippe, et que alors c'était des moments, des promesses formidables de déjeuner avec son père tout seul, et puis en fait il passait son temps à se lever et à aller saluer les gens chez Lippe et à leur dire c'est ma fille, parce qu'il avait peur qu'on pense que j'étais sa petite amie. Bon. Donc je passais finalement le déjeuner toute seule. Donc ce sont des souvenirs qui me sont revenus, et donc je suis en scène, si vous voulez, je suis en scène à côté de lui, mais pour autant non, c'est pas une autobiographie.